Bonjour, alors dans le cours d'aujourd'hui on va parler de tables de hachage qui sont des structures de données qui vont nous permettre d'implémenter des structures abstraites que sont les ensembles ou les tableaux associatifs. Et dans un cours ultérieur on parlera d'une autre implémentation concrète d'ensembles de tableaux associatifs qui vont être les arbres binaires de recherche équilibrés. Alors, donc les tables de hachage. Donc d'abord, je vais parler du type de structure abstraite qui nous intéresse. Donc, dans un premier temps, on va parler d'ensemble et de tableaux associatifs. On va voir le genre d'opération qu'on a besoin de faire sur ces structures de données. On va voir des implémentations naïves de ces structures de données en utilisant les structures qu'on connaît déjà. Et puis ensuite, on passera aux tables de hachage, qui vont être une implémentation plus intelligente, qui va avoir de meilleures complexités pour ces structures de données. Alors, un ensemble ou un tableau associatif, je vais commencer par les ensembles, les tableaux associatifs vont venir après. C'est une structure de données dans laquelle on est capable de faire les opérations suivantes. Insertion d'un élément. Et alors je vais préciser qu'il n'existe pas encore. On va insérer un nouvel élément dans l'ensemble. Recherche d'un élément pour savoir si l'élément existe dans l'ensemble. Donc tout ça c'est pour un ensemble. Et ensuite suppression d'un élément. Et donc quand je dis ensemble, c'est vraiment ensemble au sens mathématique. Alors c'est un ensemble fini évidemment, puisqu'on va manipuler des objets finis. Mais sinon c'est vraiment la même notion qu'en maths en particulier. On ne peut pas avoir deux éléments identiques à l'intérieur du même ensemble. Un ensemble, c'est un ensemble d'éléments qui sont tous distincts. On part de l'ensemble vide et on peut insérer de nouveaux éléments. On peut déterminer si un élément appartient à l'ensemble et on peut enlever un élément, on peut supprimer un élément de l'ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin de faire sur des ensembles. Et alors, c'est quoi les tableaux associatifs ? Eh bien, dans un tableau associatif, au lieu de manipuler des objets simples, on va manipuler des objets qui sont des paires. Donc, tableau associatif, ça va être en fait un ensemble de paires de la forme KV, où K est ce qu'on appelle une clé, et V est une valeur. Et dans un tableau associatif, les opérations qu'on veut pouvoir faire, donc je ne précise pas à chaque fois, mais évidemment, c'est toujours un ensemble fini. On va manipuler que des objets finis. C'est insertion d'une paire dont la clé n'existe pas encore. Recherche d'une paire par sa clé et suppression d'une paire, et à nouveau je vais mettre entre parenthèses, mais à nouveau par sa clé. C'est-à-dire qu'on va stocker des objets plus complexes qu'un élément simple. C'est des objets qui vont être des paires clés-valeurs, mais qu'à chaque fois qu'on va accéder à ces objets, pour rechercher si un objet existe, pour insérer un nouvel objet ou pour supprimer un objet, ce qui va importer, c'est la clé. La valeur va être associée à la clé, mais ça va être toujours la clé qui va être l'élément par lequel on fait les recherches, l'élément qui indique si la paire est ou non déjà présente dans le tableau, et l'élément qu'on peut vouloir supprimer. Alors, c'est très courant d'avoir besoin de ce genre de structure de données, d'ensemble ou de tableaux associatifs. Donc c'est tellement courant qu'on a dans les langages de programmation classiques des implémentations directes de ces structures de données. En Python,
bien on a ça avec 7 pour l'ensemble, pour un ensemble, et dict pour un dictionnaire, avec même du sucre syntaxique en Python, puisque vous savez évidemment qu'on peut directement spécifier un dictionnaire en Python et le manipuler comme vous en avez l'habitude. Donc 7, c'est pour un ensemble d'éléments, et une fois qu'on a un ensemble d'éléments en Python, on peut utiliser des fonctions pour ajouter un élément dans l'ensemble, supprimer un élément de l'ensemble, déterminer si un élément est dans l'ensemble. Par exemple, en Python, on aura la syntaxe x in s pour savoir si un élément x appartient à un ensemble S. Et puis, pour un dictionnaire, c'est la même chose. On peut ajouter un élément, supprimer un élément, modifier la valeur associée à une clé donnée. À chaque fois, on accède aux éléments par leur clé. Et donc, c'est des choses qu'on utilise tous les jours en Python. C'est des choses qui sont importantes en Python. Comment est-ce que les ensembles et les dictionnaires sont implémentés en Python? Eh bien, tous les deux sont implémentés avec une structure de table de hachage qui est la structure de données qu'on va décrire aujourd'hui. Donc, un ensemble, on veut pouvoir efficacement insérer des éléments, rechercher des éléments, supprimer des éléments, et les tableaux associatifs, c'est la même chose, sauf que quand on considère une paire, c'est toujours la partie clé de la paire qui va être utilisée pour la recherche, pour identifier un élément. Donc je ne vais pas parler plus avant des tableaux associatifs, parce qu'en fait, tout ce que je vais dire aujourd'hui sur les ensembles de valeurs, eh bien, ça s'applique aux tableaux associatifs. C'est juste que dans toutes les opérations de recherche, par exemple, on ne va juste pas considérer la valeur de la valeur de la paire, on va juste considérer la clé. Bien, donc on a une structure d'ensemble ou de tableau associatif, mais ça va se comporter de la même manière. Et comment est-ce qu'on peut l'implémenter de manière un peu naïve avec des structures de données qu'on connaît déjà? Alors, première idée, on peut essayer de stocker un ensemble par un tableau dynamique. Donc un tableau dont la taille n'est pas fixée à l'avance, mais dont la taille peut grandir. Donc en Python, l'équivalent d'une liste Python par exemple. Alors si on stocke un ensemble dans un tableau dynamique, comment est-ce qu'on fait insertion d'un nouvel élément, recherche pour savoir si un élément existe et supprimer? L'insertion, si on sait que c'est un nouvel élément, si on a une garantie que l'élément qu'on va insérer, ça va être un nouvel élément, eh bien on sait comment insérer un élément dans un tableau. Ça se fait en grand O de 1 amorti, en l'ajoutant à la fin du tableau, et quand on en a besoin, en doublant la taille du tableau avec les techniques qu'on a vues de complexité amortie. La suppression d'un élément, alors ça peut aussi se faire en grand O de 1 amorti après recherche. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'impression que pour supprimer un élément dans un tableau c'est compliqué, parce que effectivement pour supprimer un élément dans un tableau c'est pas évident, puisqu'il faut normalement l'enlever du tableau et ensuite décaler toutes les autres cases, mais il suffit d'échanger en échangeant la case contenant l'élément et la dernière case. Donc si on sait que on veut supprimer un élément et qu'on a déjà recherché l'élément et on sait qu'il est en 3e position dans le tableau, dans un tableau de taille 1 million, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger l'élément qui est en 3e position et l'élément qui est en millionième position, et qu'on va enlever l'élément qui est en millionième position. Donc ça, c'est juste décrémenter la taille du tableau et éventuellement utiliser des mécanismes qu'on sait manipuler pour les tableaux dynamiques pour diminuer la capacité du tableau quand le tableau devient insuffisamment rempli.
Donc tout ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Insertion en grand O2 1 amorti, suppression en grand O2 1 amorti, donc ça n'a pas l'air trop mal. En revanche, donc c'est insertion quand on sait qu'un élément n'est pas encore dans le tableau, et c'est suppression une fois qu'on a trouvé l'élément qu'on voulait supprimer. En revanche, la recherche, donc qui est un petit peu l'opération de base, et bien là, dans un tableau régulier, pour savoir si un élément appartient au tableau, on n'a pas mieux que de faire du θ de n, de parcourir tous les éléments du tableau, les uns après les autres, de regarder s'ils sont identiques à l'élément qu'on est en train de rechercher. Et comme pour faire une suppression en pratique, il va falloir commencer par faire une recherche, comme pour faire une insertion, sauf si on a une garantie que l'élément qu'on a inséré, il n'est pas déjà dans le tableau, il va falloir faire une recherche pour vérifier qu'il n'est pas déjà. Ça va être des complexités qui sont très mauvaises de manière générale. Bon, alors, on peut avoir une autre idée d'utiliser un tableau dynamique, mais un tableau dynamique qu'on maintient trié, qui va être toujours trié. Alors l'avantage d'un tableau dynamique qu'on maintient trié, c'est qu'on sait que faire une recherche dans un tableau trié, ça se fait en θ de log n. Donc cette fois-ci, la recherche est plus efficace. Mais maintenant, le problème, c'est de ne plus être dans la recherche, ça va être dans l'insertion et de la suppression, parce que l'insertion d'un nouvel élément dans un tableau trié, même si on sait déjà que c'est un nouvel élément, eh bien, il va falloir l'insérer à la bonne position dans le tableau. On va devoir faire une recherche en log n éventuellement pour savoir quelle est la bonne position. Et ensuite, il faut décaler tous les éléments qu'il y a avant et après. Et ça peut se faire que en θ de n. Et la suppression, pareil, là on ne peut pas se permettre d'intervertir deux éléments puisqu'il faut que le tableau reste trié. Donc si on enlève un élément au milieu du tableau, on va avoir besoin d'une complexité en θ de n aussi pour décaler tous les éléments qu'il y avait après. Donc deux idées qu'on peut avoir, tableau dynamique trié. On pourrait aussi regarder ce qui se passerait avec une liste doublement enchaînée. Dans une liste doublement enchaînée, l'insertion sera en grand O2 1, cette fois-ci pas amorti, en grand O2 1 garanti. La recherche se ferait par contre en θ de n, parce qu'il faut parcourir tous les éléments. Et la suppression, une fois après recherche, elle peut se faire en grand O2 1, cette fois-ci pas amorti. Mais bon, c'est pas beaucoup mieux, je peux l'écrire, hein. Liste doublement enchaînée, l'insertion d'un nouvel élément dont on sait qu'il n'y est pas encore, donc on n'a pas besoin de faire une recherche, c'est un grand O2 1, on le met au début ou à la fin, peu importe. La recherche, c'est un θ de n, et la suppression après recherche, je continue de préciser après recherche pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, eh bien ça se fait en un grand O2 1 aussi, puisqu'on sait supprimer un chaînon d'une liste doublement enchaînée en temps constant. Bon, donc tout ça, c'est des complexités qui ne sont pas terribles, parce qu'il y a au moins une des opérations qui se fait en temps linéaire. Donc ce qu'on veut quand on implémente une structure de données qui est un tableau, qui est un ensemble, ou un tableau associatif, c'est d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus efficace que ça. Oui, peut-être un mot au passage, pourquoi est-ce qu'on parle de tableau associatif? C'est quoi ce vocabulaire-là? Python utilise le vocabulaire dictionnaire pour tableau associatif, et pourquoi tableau associatif? Parce qu'un tableau classique en Python, c'est un tableau qui a un entier associé à une valeur. Un tableau associatif, les entiers étant les entiers de 0 à n-1, qui sont les n premiers. Un tableau associatif, c'est un tableau qui a une clé arbitraire associée à une valeur, la clé n'étant pas forcément tous les entiers entre 0 et n-1. Donc c'est pour ça qu'on a la terminologie de tableau associatif. On associe une clé à une valeur. Ok, donc dans ce cours, on va voir la structure de données de table de hachage qui va donner de meilleures complexités que celle-là. Et dans un cours ultérieur, on verra la structure de données d'arbre binaire de recherche équilibré qui donnera également de meilleures complexités que celles qu'on a pour ces implémentations naïves. Donc, on peut passer à la partie où on parle maintenant des tables de hachage, à proprement parler de ce que c'est qu'une table de hachage. On se donne un espace
de hachage qui est l'ensemble des entiers entre 0 et m-1 pour un certain m. Ça, c'est ce qu'on va appeler notre espace de hachage. On se donne un univers. L'univers, c'est l'ensemble des éléments possibles qu'on veut pouvoir stocker dans un ensemble de valeurs, donc on veut pouvoir stocker dans la table de hachage. Quand on est dans le tableau initiatif, on ne parle pas d'éléments, on parle de clés, parce que c'est les clés qui vont avoir une importance. Les valeurs, la partie valeur de la paire qui est stockée dans le tableau associatif ne va pas avoir d'importance pour tout ce dont je parle maintenant. Donc on se donne un espace de hachage et on se donne un univers, que je vais appeler U par exemple, qui est l'ensemble des éléments possibles, l'ensemble des clés possibles. La table de hachage va exploiter le fait que, en général, la taille de U, le cardinal de U, est beaucoup plus petit que le nombre n d'éléments à stocker. C'est le nombre que j'ai utilisé dans la complexité asymptotique, c'est le nombre d'éléments qu'on veut stocker dans un ensemble. Et on va prendre M proche de N. Plus exactement, donc M c'est la taille de l'espace de hachage. Plus exactement, je vais définir un paramètre alpha qui va être défini comme juste N sur M, pardon. Et on va prendre alpha qui est un grand taux de 1. Donc on va s'assurer que la taille de l'espace de hachage qu'on va choisir, et donc l'espace de hachage c'est toujours quelque chose qu'on choisit nous-mêmes, ça va pas être très petit par rapport au nombre d'éléments qu'on veut stocker. Et donc on dit ça en disant que le nombre moyen d'éléments par élément de l'espace de hachage, par entrée de l'espace de hachage, il va être petit, il va être quelque chose qui est une constante. Alpha, je vais l'appeler un facteur de charge. Alors déjà, on peut voir un premier problème ici, c'est que je vous ai dit, bon, on se donne un certain nombre d'éléments à stocker dans un ensemble. On va supposer qu'on est beaucoup moins... alors, je l'ai écrit à l'envers, pardon. Évidemment, ce que je voulais supposer, c'est que la taille de l'univers est beaucoup plus grande, et pas beaucoup plus petite, que le nombre d'éléments qu'on veut stocker. Pensez aux entiers sur 32 bits, par exemple, ou aux entiers sur 64 bits. Il y a 2 puissance 32 ou 2 puissance 64 valeurs possibles d'un entier. Mais en général, dans un programme, quand on veut manipuler un ensemble d'entiers, on va avoir beaucoup moins que 2 puissance 32 ou 2 puissance 64 entiers à manipuler. D'ailleurs, c'est assez clair, si on avait vraiment 2 puissance 64 entiers à manipuler, ça ne tiendrait pas en mémoire parce qu'on n'a pas de 2 puissance 64 emplacement en mémoire pour stocker tous nos entiers. Donc, dans beaucoup de situations, on a un ensemble de valeurs possibles qui est très grand, l'ensemble de tous les entiers 64 bits par exemple, ou l'ensemble de toutes les chaînes de caractères, qui pour le coup est un ensemble infini, et un nombre d'éléments concrets à stocker qui est très petit par rapport à ce très grand univers. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un espace de hachage qui est juste l'ensemble des entiers entre 0 et m-1 pour un m qui est relativement proche de la valeur de n. Et donc du coup, on a m qui va aussi être très petit par rapport à la taille de l'univers. Si vous avez un n qui est du même ordre de grandeur que la taille de l'univers, eh bien, ce dont je vais parler aujourd'hui n'est pas très utile
les tables de hachage ne sont pas très utiles. On a d'autres techniques plus simples, par exemple, qui est d'avoir un tableau complet qui est indexé par l'ensemble des éléments possibles de l'univers. Là, la situation intéressante pour les tables de hachage, c'est quand j'ai un univers qui est beaucoup plus grand que le nombre d'éléments qu'on veut vouloir stocker dans l'univers. Bon, et alors c'est quoi une table de hachage ? Ça va être un tableau de taille fixe M. Et donc on peut représenter en mémoire par, on a la première case, la deuxième case, la troisième case, etc. Et la M-1e case. Et en plus de ça, on se fixe une fonction h de l'univers vers l'espace de hachage, vers 0, M-1. Et j'appelle ça une fonction de hachage, qui est une fonction qu'on se donne fixée. Alors, comment est-ce qu'on va manipuler tout ça ? Donc, on suppose qu'on a une fonction de hachage fixée, qui est une fonction de l'univers vers 0, M-1. Je vais parler après de comment est-ce qu'on peut choisir une telle fonction, comment est-ce qu'on peut construire une telle fonction. Donc, supposons qu'on ait ça, et supposons qu'on ait alloué en mémoire un tableau de M cases de 0, M-1. Maintenant, je veux insérer un nouvel élément dans mon ensemble, un nouvel élément dans ma table de hachage. Un nouvel élément X à insérer. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je calcule J égale H de X. X, c'est un élément qui appartient à l'univers, donc je peux bien appliquer la fonction de hachage dessus pour calculer sa valeur. J'accède, donc ça je vais appeler ça grand T, mon tableau, à grand T de J. Alors dans le tableau, qu'est-ce que je vais stocker ? Je vais stocker des pointeurs vers des listes chaînées. Qui peuvent être éventuellement vides. Avec des éléments qu'on stocke ici. Donc j'accède à T de J, et pour insérer un nouvel élément, j'ajoute, alors il vaut mieux que les listes soient doublement chaînées en fait, pour que les choses soient plus simples à la suppression après. J'ajoute X au début de la liste chaînée, pointé par T de J. Donc je l'ajoute au début, je n'ai pas besoin de regarder si elle y est déjà, parce que je suppose que j'insère un nouvel élément. Maintenant, la fonctionnalité de rechercher un élément. Rechercher si un élément X est dans l'ensemble. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je calcule J égale H de X. J'accède à T de J. Et j'ajoute... j'ajoute pas. Je parcours la liste chaînée, la liste doublement chaînée, et je recherche dans la liste doublement chaînée si X est dans la liste chaînée pointée par T de J. Et maintenant, suppression d'un élément. Alors, je vais écrire suppression d'un élément après recherche. Donc, on a déjà fait une recherche, on sait où est l'élément qu'on veut supprimer. Et bien là, ça va juste être suppression de l'élément dans la liste doublement chaînée.
Ça, c'est une suppression dans une liste doublement enchaînée, on sait comment faire. Alors, quelles vont être les complexités de ces trois opérations d'insertion, de recherche et de suppression? Eh bien, la suppression, après, une fois qu'on a fait la recherche, ça revient à faire une suppression dans une liste doublement enchaînée. Donc ça se fait en grand O de 1. L'insertion, eh bien, on calcule la valeur de la fonction de hachage. Alors ceci, on va supposer que c'est une opération qu'on peut faire en temps constant. Dans la plupart des cas, ça va être le cas. On a une fonction de hachage qui prend en entier, par exemple, qui prend en entrée, par exemple, des entiers sur 64 bits et qui renvoie un entier entre 0 et -1 et qui se calcule en temps constant. Très bien. Il y a des cas où c'est pas raisonnable de considérer que la fonction d'hachage se calcule en temps constant. Par exemple, si votre univers c'est l'ensemble des chaînes de caractères, ben évidemment il va falloir lire la chaîne de caractères en entrée. Donc le temps de la fonction d'hachage va dépendre du nombre de caractères qui est en entrée, par exemple. Je vais faire abstraction de ça ici. Je vais considérer que tous les objets en entrée ont une taille constante. Si ce n'est pas le cas, si les objets en entrée ont des tailles non constantes, eh bien, il va juste falloir multiplier toutes les complexités que je donne par la complexité de la taille de l'entrée, donc par la complexité de la longueur maximale d'une chaîne de caractères qu'on peut vouloir ajouter, par exemple. Donc si on fait cette hypothèse que la fonction de hachage peut se calculer en temps constant et qu'on manipule des objets de taille constante, le calcul de j égale h de x, ça se fait en temps constant. L'accès à t crochet j, c'est l'accès dans un tableau, ça se fait en temps constant. Et l'ajout au début d'une liste doublement enchaînée, ça se fait en temps constant. Donc tout ça, ça se fait en grand O de 1. Donc je vais quand même préciser que on va supposer que la fonction de hachage qu'on suppose calculable en grand O de 1. Encore une fois, ça c'est tout à fait raisonnable dans la plupart des contextes, c'est pas raisonnable dans les contextes où l'entrée peut avoir une taille variable, et dans ce cas-là, tout ce qu'il faut faire, c'est multiplier la complexité par la taille maximale de l'entrée, mais c'est pas du tout un souci. Bon, il nous reste la recherche. Quelle va être la complexité de la recherche? Calculer j égale h de x, ça se fait en grand O de 1, accéder à t crochet j, ça se fait en grand O de 1, et rechercher si x est dans la liste chaînée pointée par t crochet j, c'est une recherche dans une liste doublon enchaînée, ça se fait en grand O de la longueur de la liste doublon enchaînée. Donc ceci, c'est un grand O de ce que je vais appeler n de j, et puis je vais juste ajouter ici que chaque case dans ma liste, la case J, elle pointe vers une liste de longueur n de J cases, chaînon. Donc, alors, on a une bonne complexité si ce grand O de n de J, il est petit. Et donc, tout ce qu'on va vouloir faire avec les tables de hachage, c'est s'assurer qu'on a des petites listes de mots enchaînées, et on va voir comment on peut faire ça. Alors avant de parler de ça, je vais juste revenir sur un point qui est que, je vous ai dit, on commence par fixer un tableau de taille petit m, et puis on va ajouter les éléments dans ce tableau avec la fonction d'insertion. Et tout ça, on va supposer que le petit m, il est grosso modo de l'ordre de grandeur du nombre d'éléments n qu'on va vouloir fixer. Alors ça, il y a un petit souci, c'est que peut-être qu'à l'avance, on ne connaît pas le nombre d'éléments qu'on veut stocker dans notre ensemble. On ne connaît pas forcément à l'avance le nombre d'éléments qu'on va vouloir mettre dans la table de hachage. Si c'est le cas, on ne peut pas supposer qu'on a un tableau de taille m fixé, et il va falloir avoir une manière dynamique de faire évoluer la taille de la table de hachage. Donc ça, c'est prévu, on en parlera à la fin de cette leçon. Pour l'instant, vous pouvez supposer que on sait à peu près le nombre d'éléments qu'on va vouloir stocker et qu'on a une garantie que m, il va être du même ordre de grandeur que n. Mais on va revenir là-dessus à la fin. Bien.
Alors, dans le pire des cas, regardons ce qui se passe dans le pire des cas. Dans le pire des cas, notre fonction de hachage, elle n'est pas terrible. On a h de x qui est la même valeur, h de x' pour tout x égale x'. Pour tout x x', alors pas forcément pour tout x de l'univers, mais pour tout x que l'on veut stocker. Alors si on est dans ce cas-là, c'est pas de chance. Hein. Si on est dans ce cas-là, on n'a pas de chance. Et dans ce cas-là, on va avoir n de h de x pour ce x-là qui va être égal à n, au nombre d'éléments complets à stocker. Et donc, complexité en θ de n. Oui, j'ai quand même précisé que j'ai marqué grand O pour la recherche, mais c'est vraiment un θ, hein, ce grand O. C'est une borne inférieure et supérieure. Et donc la complexité est en θ de n, et c'est-à-dire qu'on retrouve la complexité de, par exemple, utiliser une liste de doublement enchaînée pour manipuler notre ensemble, ce qui n'est pas du tout une complexité qui nous intéresse. Ça, c'est ce qui se passe dans le pire des cas. Alors, ce pire des cas, il peut se produire quand? Il peut se produire dans deux situations. Il peut se produire, cela se produit, si h est une fonction d'hachage qui est mauvaise, elle répartit les éléments de manière non uniforme dans l'espace de hachage. Donc effectivement, si la fonction de hachage c'est une fonction constante à la limite, on va être dans le pire des cas tout le temps, et ça ne va pas du tout être intéressant. Donc on va essayer de trouver des fonctions de hachage qui n'ont pas ce comportement-là, des fonctions de hachage qui répartissent les éléments d'entrée aussi uniformément que possible vers l'espace de hachage. Mais même dans ce cas-là, on a un problème si on est malchanceux et tous les éléments à stocker ont la même valeur de hachage malgré un hachage uniforme. Donc même si la fonction de hachage est uniforme, c'est-à-dire qu'elle envoie tous les éléments, que toutes les valeurs possibles de l'espace de hachage, il y a autant de probabilités de les obtenir, si on n'a pas de chance, même dans ce cas-là, il est possible qu'on tombe sur des cas où, par malchance, les éléments qu'on a en entrée, ce sont les éléments tels qu'ils ont la même valeur de hachage. Donc on veut essayer d'éviter ces deux situations. La première situation, on va l'éviter en choisissant une bonne fonction de hachage, donc on va donner une définition de bonne fonction de hachage. La deuxième situation, on va l'éviter en s'assurant que la fonction de hachage qu'on utilise n'a pas de biais par rapport au type d'entrée qu'on attend en entrée. Ou on peut même s'en assurer avec une méthode qu'on appelle le hachage universel, dont je vais parler tout à l'heure, qui garantit qu'on ne peut pas se tomber dans le cas malchanceux, indépendamment du choix des fonctions de hachage qu'on fait.
En fait, le cas malchanceux, il doit vous rappeler quelque chose dont on a déjà parlé, qui est dans le quicksort, dans le tri rapide. On avait un cas malchanceux quand le pivot qu'on choisissait, la stratégie de pivot qu'on choisissait, elle conduisait toujours à avoir un mauvais pivot. Eh bien, la manière de corriger ça, c'est de tirer le pivot de manière aléatoire. Et ça va être à peu près la même technique qu'on va utiliser pour faire du hachage universel. Pour éviter les cas où on est malchanceux, on va tirer la fonction de hachage de manière aléatoire. Bon alors, essayons d'analyser ce qui va se passer dans les cas où on n'est pas malchanceux et où la fonction h n'est pas mauvaise. Donc comment est-ce qu'on caractérise ça? On va faire une hypothèse d'uniformité qui empêche ces deux situations, qui est que la probabilité, enfin plus exactement, on va mentionner, oui, je peux écrire ça comme ça, la probabilité qu'un élément h de x, pour x étant dans l'ensemble des éléments qu'on va stocker, est égale à une certaine valeur j, ça va être 1 sur m pour n'importe quel j, pour j allant de 0 à m-1. Donc là, on suppose que non seulement la fonction de hachage, elle envoie bien tous les éléments vers tous les éléments de l'espace de hachage, elle les envoie de manière uniforme, et que c'est vrai pas seulement pour les éléments de l'univers, donc c'est pas vrai juste pour x appartenant à l'univers, mais pour x appartenant aux éléments à stocker. Alors, donc supposons qu'on soit dans cette hypothèse d'uniformité et regardons ce qu'on peut dire sur le nombre de la complexité d'une recherche. Et alors je vous ai dit que la complexité d'une recherche c'était grosso modo la taille de la liste la liste doublement enchaînée pointée par chacun des éléments. Eh bien, quelle va être en espérance le NJ, quel va être en espérance le nombre d'éléments qu'on a dans chaque opération de la liste doublement enchaînée? Eh bien, ça va être la somme pour tous les éléments qu'on a ajoutés, i égale 1 à n, de la probabilité que h de xi est égal à j. Si les éléments à stocker, c'est x1, xn, donc on a n éléments à stocker. Et ça, c'est quoi? Par hypothèse d'uniformité, c'est somme pour i égale 1 à n de 1 sur m. C'est-à-dire que c'est n sur m. C'est-à-dire que c'est alpha, où alpha, c'est le facteur de charge qu'on a défini. Alors cette analyse toute bête passe sous silence une légère subtilité qui est que quand on recherche un élément dans le tableau, il y a un léger biais par le fait que si l'élément est déjà présent dans le tableau, ça veut dire que la longueur de la liste de cet élément va être plus grande. Et le fait qu'on recherche un élément dont on sache qu'il est dans la table de hachage fait qu'il y a au moins un élément dans la liste doublement enchaînée dans la case correspondante de la table de hachage. Donc on peut tenir compte de ce biais, mais qui est un très léger biais, juste le plus sain, et faire l'analyse en pratique de quelle est l'espérance du nombre d'éléments qu'on va avoir dans la liste. Donc ça ne va pas forcément être alpha, mais ça va rester
un grand θ de alpha. Vous avez une analyse précise qui est dans le livre de référence. Donc en pratique, on a si l'hypothèse d'uniformité est vérifiée, et si alpha est un grand taux de 1, si on a ces conditions, ces deux conditions, alors on a recherche en grand taux de 1 en moyenne. Ça c'est important, c'est en moyenne. C'est pas dans le pire des cas. Dans le pire des cas, on peut être en grand taux de n, mais en moyenne, en faisant une analyse probabiliste, on s'aperçoit qu'on a une recherche qui est dans le grand taux de 1. Donc pareil ici, c'est le même genre d'analyse que l'analyse qu'on peut faire pour un quicksort. On regarde ce qui se passe dans le cas moyen et pas dans le pire des cas. Bon, alors on va regarder comment est-ce qu'on peut ah oui, non, il faut quand même que je fasse un petit peu... Oui, non, ça c'est vrai. Maintenant, si alpha est tout petit, par exemple parce que la table parce qu'on a très peu d'éléments à stocker, il est faux de dire que la complexité d'insérer un élément dans la table de hachage, c'est un grand taux de alpha si alpha est tout petit. C'est un grand taux de 1 plus alpha. Donc dans le plan de cette leçon, vous verrez la notation 1 plus alpha. Mais ici, si on suppose justement qu'alpha est un grand taux de 1, on a une recherche en grand taux de 1, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas écrire une recherche en grand taux de alpha, parce que si alpha est tout petit, c'est pas vrai. On a au moins un temps constant, par exemple, pour calculer la valeur de hachage. Donc, dans la suite, on va regarder déjà comment construire des fonctions de hachage qui soient aussi bonnes que possible pour que l'hypothèse d'uniformité soit vérifiée en pratique. On va voir le hachage universel, qui est une technique qui va nous permettre de garantir que même si on est malchanceux, même si les éléments qu'on a stockés dans la table de hachage ont un biais particulier, on ne va pas avoir de problème plein d'éléments qui se trouvent dans la même liste. On appelle ça une collision. Quand on a plein d'éléments qui se trouvent dans la même liste de hachage, on dit qu'il y a une collision. On ne va pas avoir de problème de collision grâce à un tirage aléatoire de la fonction de hachage. On verra ensuite des techniques de hachage un petit peu différentes qui permettent de se débarrasser de l'utilisation d'une liste doublement chaînée à chaque case de la table de hachage, qui dans certains contextes peut être problématique. Et puis on terminera la leçon en disant comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer la taille de la table de hachage quand le nombre d'éléments qu'on a stocké n'est pas connu à l'avance, qu'il n'est pas fixé à l'avance. Donc on va regarder choix, conception d'une fonction de hachage. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, un exemple tout bête de conception d'une fonction de hachage, c'est de prendre... alors on va supposer que l'entrée c'est les entiers, ou que c'est quelque chose qu'on peut convertir facilement en un entier. Ça va être quelque chose qui est tout bête, qui est h de x est égal à x modulo m. On cherche à transformer un espace, un univers qui peut être très grand, en des nombres entre 0 et -1. La manière la plus simple qu'on puisse faire, c'est de prendre un truc qui est le calcul modulo. Alors très bien, ça marche, ça fait une fonction de hachage. C'est une fonction de hachage qui, si x est suffisamment grand par rapport à m,
va avoir autant de probabilité sur l'univers de toucher chacune des cases de l'espace de hachage, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est une bonne fonction de hachage en pratique? En pratique, ça dépend, et ça dépend en particulier du choix de M. Il y a des cas de choix de M qui sont des mauvais choix pour ça. Supposons par exemple que je prenne M, par exemple, si je prends M qui est égal à 256. 256, c'est 2 puissance 8. Qu'est-ce qui va se passer? X modulo 256 de puissance 8, si X c'est un entier sur 4 bits, pardon, sur 4 octets, donc un nombre entre 0 et 2 puissance 32 moins 1, eh bien h de x, ça va être l'octet de poids faible et ça peut être un problème pour certaines applications. Parce que par exemple, peut-être que en fait, dans cet entier, on stocke des valeurs qu'on veut interpréter octet par octet, et donc h de x, ça va juste être un des 4 octets. Et donc ça va vraiment être un problème en pratique, parce que les valeurs de hachage de deux éléments qui ont le même octet de poids faible vont être identiques, et peut-être que dans l'application qu'on est en train de considérer, deux éléments qui ont le même octet de poids faible, ça va se produire tout le temps. On va avoir quasiment tous les éléments qui ont un octet de poids faible. Prenons un cas même plus simple. Si peut-être que ça sera plus compréhensible si on passe en base 10, si je prends M qui est 1000 et on calcule tout modulo 1000 et qu'on stocke des des comptes de population qui sont souvent arrondis au millier. Alors, on va avoir h de x souvent égal à 0. Et donc, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on veut, le fait que h de x soit souvent égal à 0. Il faut que je déplace un peu mon... Voilà. J'arrive pas à... Excusez-moi une seconde. Voilà. Et donc h de x va être souvent égal à 0, ce qui évidemment est une mauvaise chose parce qu'on n'est plus du tout dans l'hypothèse d'uniformité. Donc pour éviter ces situations-là, où à cause du choix de M et des particularités des entiers qu'on veut stocker, on obtient souvent des entiers qui ont des valeurs de hachage qui sont identiques. Du coup, on va choisir en pratique qui est un nombre premier, parce que ça évite ces problèmes-là. C'est pas une puissance de 2, c'est pas une puissance de 10, etc. Et un nombre premier qui n'a pas de signification particulière pour les éléments de l'univers. Parce qu'encore une fois, si jamais l'ensemble des nombres qu'on veut stocker, c'est les puissances d'un nombre premier, il ne faut vraiment pas prendre ce nombre premier-là comme le nombre premier qui définit le modulo de la table de hachage.
Ça, on peut ne pas le savoir a priori. Quand vous utilisez un dictionnaire en Python, c'est pas vous qui choisissez la fonction de hachage, c'est Python qui l'a choisi pour vous. Donc, on pourrait vouloir des stratégies qui garantissent que même si on est dans des situations un peu problématiques, on n'aura jamais de probabilité forte d'avoir beaucoup de collisions. Alors, pour savoir comment éviter ça, on peut passer au hachage universel, qui est mis en place et qui est utilisé en pratique pour éviter ce genre de situation. Donc le hachage universel, ça fonctionne de la manière suivante. On suppose qu'on n'a pas une fonction de hachage, mais qu'on a un ensemble de fonctions de hachage. Grand H. Donc H1, HL. Et avec une propriété particulière, je peux utiliser L, je vais utiliser autre chose. Je vais P par exemple, ou je sais pas moi, W. Avec une propriété particulière qui est que le nombre de fonctions telles que h de k égale h de L pour k différent de L, deux éléments de l'univers, va être toujours plus petit ou égal à la taille au nombre de fonctions de hachage, donc W, la cardinalité de H, divisé par M. Donc dans le hachage universel, on ne choisit pas une fonction de hachage, mais on choisit un ensemble de fonctions de hachage, et on impose que cet ensemble de fonctions de hachage vérifie cette propriété-là. Dès qu'on a deux valeurs de l'univers distinctes, le nombre de fonctions de hachage telles que h de k va être égal à h de L va être borné par la taille de h divisée par M. Alors, on va voir premièrement comment est-ce que si on a cette propriété-là, qu'est-ce que ça nous dit sur les performances des tables de hachage en utilisant et comment est-ce qu'on l'utilise pour faire du hachage universel. Et dans un deuxième temps, on verra comment trouver un ensemble de fonctions de hachage qui vérifie cette condition-là. Donc, supposons qu'on ait cette propriété de hachage universel. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire du hachage ? On fait du hachage, on construit une table de hachage comme avant, mais en choisissant comme fonction de hachage qu'est-ce qu'on choisit comme fonction de hachage ? On choisit h tiré uniformément aléatoirement parmi l'ensemble des fonctions de hachage grand H.
Donc on fait du hachage exactement comme avant, c'est juste qu'avant de construire notre fonction de hachage, on commence par faire un tirage aléatoire de notre fonction de hachage, grosso modo de manière à s'assurer que cette fonction de hachage ne va pas avoir un biais inhérent déterministe. Et ce qu'on va montrer, c'est que en probabilité, eh bien, l'espérance de la taille des listes de hachage va être petite, va être un grand taux de alpha, quels que soient les entiers qu'on stocke à l'intérieur. Ce qui importe juste, ça va être la fonction de hachage qu'on a tirée, et comme on l'a tirée aléatoirement, on va pouvoir raisonner en probabilité. Donc c'est exactement la même situation que ce qu'on avait pour le tri rapide. Pour le tri rapide, on avait dit qu'on pouvait se retrouver dans des cas où on était malchanceux, où on faisait des choix de pivot qui introduisaient un biais qui allait mal avec l'ordre des éléments qui étaient déjà triés dans le tableau, ou qui n'étaient pas triés, enfin l'ordre existant des éléments du tableau. Et bien là, c'est la même chose. Et donc pour résoudre ça, on disait qu'on pouvait juste tirer un pivot de manière aléatoire, et que ça enlèverait le biais systématique qu'on pouvait avoir. Ici, c'est la même chose. On va tirer une fonction de hachage de manière aléatoire, et ça enlève la possibilité d'un biais systématique. Évidemment, on peut rester très malchanceux, mais la probabilité qu'on soit malchanceux va être très faible. Et si on refait un tirage, on aura une autre fonction de hachage qui aura pas les mêmes, qui exhibera pas les mêmes biais. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais essayer de calculer quelle est l'espérance des MJ, l'espérance de la longueur de la liste J, dans le cas où j'ai fait un hachage universel. Et alors pour ça, je vais introduire une nouvelle variable aléatoire. La variable aléatoire grand X KL, qui va être la variable aléatoire qui vaut 1, donc c'est la variable aléatoire indicatrice, si h de k égale h de L. Donc c'est la variable aléatoire qui vaut 1 si h de k égale h de L, et qui vaut 0 sinon, et on l'introduit pour k différent de L arbitraire. Ok. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder, eh bien, quel est, je vais regarder la variable aléatoire YK, qui est le nombre d'éléments dans la liste chaînée. Le nombre d'éléments dans la liste chaînée à la case H de K. C'est-à-dire parmi tous les éléments qu'on a déjà insérés dans notre tableau. Alors, en espérance, YK, nombre d'éléments de la liste chaînée à la case H de K. Ça va être quoi? Bien, on peut écrire, alors je vais dire que c'est inférieur ou égal, inférieur ou égal à l'espérance de quoi? Eh bien, je vais dire que peut-être que on a K lui-même qui est dans la liste, et dans ce cas-là, je compte plus 1 s'il est déjà dans la liste. Et puis ensuite, on a tous les autres éléments du tableau, L appartenant à ma table de hachage, L étant différent de K, et là, c'est exactement XKL, la variable indicatrice dont on a besoin. On veut ajouter 1 si H de K est égal à H de L, et ajouter 0 sinon. Bon, allons-y. Linéarité de l'espérance, donc on écrit que c'est somme pour L appartenant à T, L différent de K.
de l'espérance de xkl. Et puis plus 1. Eh bien, l'espérance de xkl, par l'hypothèse d'universalité qu'on a faite, elle nous dit exactement que l'espérance de xkl, c'est 1 sur m. Enfin, plus exactement, c'est inférieur ou égal à 1 sur m. Donc ça donne somme pour L appartenant à T, L différent de K de 1 sur M, plus 1, qui est un grand taux de N sur M, c'est-à-dire un grand taux de alpha. Donc si on a, et cette fois-ci, tout le raisonnement probabiliste, il ne se fait pas sur les entrées, mais il se fait sur le tirage aléatoire de la fonction de hachage. Donc avec un hachage universel, on a une garantie probabiliste en fonction du hachage qu'on fait du choix qu'on fait sur le tirage aléatoire de la fonction de hachage, que quelles que soient les entrées qu'on obtient, on aura des listes qui sont petites, qui sont un grand taux de alpha, et donc si on choisit alpha de manière à ce que ce soit un grand taux de 1, on aura une complexité de la recherche qui soit un grand taux de 1 également. Alors, comment est-ce qu'on choisit un ensemble de fonctions de hachage qui soit universel? Est-ce que c'est même possible de faire ça? Donc oui, c'est possible, on peut choisir un ensemble de fonctions de hachage qui est universel. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais définir, on fixe P strictement plus grand que M, pardon, un nombre premier. Je fixe un nombre premier P strictement plus grand que M. Bon. Et je considère pour un nombre A qui est compris entre 0 strictement et P, et un nombre B qui est compris entre 0 éventuellement égal à 0 et P, la fonction de hachage que j'appelle HAB définie par HAB de K, ça va être AK plus B modulo P, le tout modulo M. J'ai vraiment besoin de le faire modulo M à la fin, parce que ce que je veux à la fin, c'est avoir une valeur qui est dans l'espace d'adressage, donc qui est compris entre 0 et moins 1. Bon, donc je définis ça, et donc je prends comme grand H l'ensemble des HAB pour A entre 0 et P, et B entre 0 possiblement égal et P. Combien a-t-on de fonctions de hachage? Bon, bah, la cardinalité de H, c'est pas très compliqué. On a P moins 1 choix pour A, et on a P choix pour B, donc c'est P fois P moins 1. Ok. Donc maintenant, ce qu'on veut montrer, c'est que ce choix de grand H est universel, c'est-à-dire que montrons que le nombre de fonctions telles que h de k égale h de l est inférieur ou égal à h sur m, la taille de h sur m, donc c'est-à-dire p, p-1 sur m, pour tout k différent de l. Donc une fois qu'on aura montré ça, on aura fini, puisque c'est la propriété d'universalité, et donc on a trouvé un ensemble de fonctions
de hachage universel, et cet ensemble de fonctions de hachage universel, on peut l'utiliser pour faire du hachage universel. Alors, donc on va montrer ça. Donc il faut montrer quelque chose qui est vrai pour tout K et L distincts dans l'univers, et on veut montrer que le nombre de fonctions d'hachage telles que h de K et h de L est plus petit ou égal que P, P-1 sur M. Bien. Donc je me fixe soit K différent de L qui appartiennent tous les deux à l'univers. Maintenant, je vais écrire R qui est AK plus B modulo P. C'est la fonction de hachage HAB, mais sauf que je m'arrête au modulo P, je ne fais pas le modulo M qui suit. Et j'écris S qui est AL plus B modulo P. Bon. Alors, déjà, on va faire un petit peu d'arithmétique, modulo. On a R qui est différent de S. Pourquoi est-ce qu'on a R qui est différent de S? Car R moins S, c'est quoi? C'est donc modulo P, R moins S, c'est congru à A facteur de K moins L. Puisqu'en faisant la différence, modulo P, le plus B s'annule. Donc R moins S, c'est un produit de deux termes qui sont des termes qui sont non nuls, modulo non nuls, modulo P. A, il a été choisi comme non nul modulo P, et K, il a été choisi comme étant différent de L. Donc, on a R différent de S, parce qu'on a un produit de... Donc là, ça demande de faire un petit peu de d'arithmétique modulaire. On travaille dans le corps fini à P éléments. Dans le corps fini à P éléments, un produit de deux éléments non nuls ne peut pas être nul. Donc, on a R qui est différent de S. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on prend deux cas, dès qu'on prend des K et des L qui sont différents, on obtient des R et des S qui sont différents. Alors, je vais quand même être un tout petit peu plus précis. Dès qu'on prend des K et des L qui sont différents, modulo P. Mais c'est tout ce qui va nous importer. Donc, en fait, le choix d'un cas donné va nous donner à chaque fois qu'on choisit un élément K différent, ça va nous donner un élément R différent. Il n'y a pas de... on a un mapping injectif de K vers AK plus B modulo P. Ensuite, une autre chose à observer, c'est que à partir de R et de S, je peux retrouver A et B. En effet, A, je peux l'écrire comme... Donc j'ai R moins S qui est A fois K moins L modulo P. Donc A, je peux l'écrire comme R moins S fois ce que je vais écrire comme K moins L moins 1 modulo P. Ça, c'est l'inverse de K moins L dans le corps à P éléments. Je sais que K moins L, c'est un élément qui n'est pas l'élément nul, et donc je peux trouver un inverse à cet élément, et le tout modulo P. Et puis B, une fois que j'ai obtenu A, c'est facile. B, c'est R moins AK modulo P. Donc à partir du moment où j'ai des RS,
je peux obtenir des AB de manière bien déterminée. Et donc ça me dit que en fait il y a une bijection entre les choix possibles que j'ai pour les AB. Il y a une bijection entre les choix possibles pour les valeurs AB. Avec A qui est compris entre 0 et P strictement, et B qui est compris entre B qui est compris entre 0 et P éventuellement égal à 0. Et les paires RS avec R différent de S, et R et S étant compris entre 0 et P et 0 R S P-1 puisque c'est des nombres qui sont modulo P. Donc pour K différent de L en entrée, si je choisis uniformément aléatoirement une fonction de hachage, donc une paire AB, j'obtiens en calculant R et S avec cette formule-là, AK plus B modulo P et AL plus B modulo P, j'obtiens toutes les paires RS avec R différent de S avec la même probabilité. Donc la probabilité que j'obtienne qui est 1 sur P fois P-1, puisqu'il y a P fois P-1 paires différentes, en choisissant uniformément aléatoirement une paire AB avec 0 A P et 0 B P. Donc la probabilité que H de K égale H de L, si et seulement si, cette probabilité-là, je l'écris en probabilité, donc la probabilité que H de K est égal à H de L, c'est la probabilité que R est égal à S modulo M, que R soit congru à S modulo M. Ici, j'ai en choisissant aléatoirement H, là, ma probabilité c'est en choisissant aléatoirement H, et ici ma probabilité c'est en choisissant R et S aléatoirement avec R qui est différent de S. Et R et S étant des nombres de 0 à P-1. Donc maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire la probabilité que H de K est égal à H de L, ou plus exactement le nombre de H tel que H de K est égal à H de L, eh bien je vais pouvoir le calculer en termes du nombre de valeurs S tel que R est congru à S modulo M. Donc le nombre de S différent de R tel que donc pour un R fixé, un 0 R P fixé, le nombre de S différent de S R tel que 0 S
P et S différents de R, je l'ai déjà dit. Eh bien, c'est quelque chose qu'on va pouvoir et oui non et tel que on a R est congru le nombre de S tel que S compris entre 0 et P et R est congru à S modulo M, ben c'est au plus j'ai P valeur, et je les prends modulo M, donc je prends P modulo M, partie entière supérieure pour être dans le cas extrême, moins 1. Puisque moins 1, c'est pour enlever R lui-même. Le nombre de S par différent de R, tel que R est congru à S modulo M, je pourrais le borner par la partie entière supérieure de P sur M. Et là, comme je sais que S est différent de R, ça me donne une partie entière supérieure de P sur M moins 1. Bon bah ça, je peux le borner par P-1 sur M. Égalité toute bête. Donc ça veut dire quoi? Donc cette probabilité-là, si je regarde cette probabilité ici, que j'appelle étoile, donc étoile, c'est plus petit que P-1 sur M divisé par P-1, puisqu'il y a P-1 choix possible pour la valeur de S pour un R fixé, c'est-à-dire 1 sur M. Donc la probabilité que H de K soit égale à H de L, quand je tire H aléatoirement, est inférieure ou égale à 1 sur M. Et donc ça me dit exactement ce que je veux, puisque je vous avais dit que ce qu'on voulait montrer, c'était quoi? C'était que la probabilité, le nombre de H de K est égal à H de L est plus petit que P-1 sur M. Et bien le nombre, j'ai montré que la probabilité était inférieure ou égale à 1 sur M, donc je multiplie par le nombre d'éléments dans grand H, qui est P-1, et ça me donne le résultat demandé. Donc il est possible de choisir un ensemble de fonctions de hachage universelles qui n'est pas très compliqué à construire, hein, c'est juste avec de l'arithmétique modulo un nombre premier tout bête. Et donc une fois qu'on a construit un ensemble de hachage universel, on peut construire des tables de hachage en faisant un tirage aléatoire, en commençant par faire un tirage aléatoire de la fonction de hachage universel, et ensuite on sait que grâce à ce tirage aléatoire, on ne va pas avoir de biais intrinsèques à la fonction de hachage qui vont se produire, et que donc, alors sauf si on est malchanceux, mais cette fois-ci dans le tirage de la fonction de hachage, on va avoir des complexités qui sont en grand O de 1 pour la recherche dans la table de hachage. Donc en pratique, quand on utilise une table de hachage, donc soit on fait du hachage universel, et c'est ce qui est implémenté dans certains systèmes, donc en commençant par faire un tirage aléatoire de fonctions de hachage, soit on prend une bonne fonction de hachage fixée, une bonne fonction de hachage qui répartit uniformément les éléments, et on fait l'hypothèse que les éléments à stocker ne sont pas biaisés par cette fonction de hachage. Donc les deux approches sont possibles. Il y a même des manières assez rigoureuses de faire la deuxième approche, qui est de prendre des fonctions de hachage qui sont des fonctions de hachage compliquées,
qui se comportent de manière quasi aléatoire. Alors elles ne peuvent pas être des fonctions aléatoires évidemment puisque ça doit être des fonctions déterministes. Le hachage d'une valeur doit toujours conduire sur la même valeur. Mais qui se comportent de manière très compliquée en faisant intervenir par exemple des primitives cryptographiques, de sorte qu'on n'est pas capable de construire efficacement, étant donné une valeur de hachage, deux éléments qui hachent vers cette valeur de hachage. Et donc si on n'est pas capable de construire, d'inverser la fonction de hachage, il est très peu probable que dans une application donnée, les éléments qu'on va stocker sont justement ceux qui vont avoir les mêmes valeurs de hachage. Et en pratique, tout ça, ça marche bien. Ça marche. Donc non seulement on a en théorie un grand taux de 1, mais vérifié en pratique pour la recherche, l'insertion et la suppression. L'étape de hachage, c'est ce qui est vraiment le plus efficace pour implémenter des ensembles. Je vous ai dit qu'on parlerait des arbres binaires de recherche équilibrés, qui sont une autre manière d'implémenter les ensembles. Ils vont être en pratique moins efficaces que les tables de hachage, mais ils vont avoir d'autres avantages. Bon, alors, je vais ensuite parler de deux choses, de deux aspects différents, qui sont la notion d'adressage, de hachage ouvert, et la notion de dynamicité de la taille de la table de hachage, comment est-ce qu'on fait évoluer la taille de la table de hachage. Donc jusqu'ici, on a parlé de hachage par chaînage. Par chaînage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a construit des listes doublement chaînées dans les cases de la table de hachage pour gérer le cas des collisions, gérer le cas de deux éléments dont la valeur de hachage est identique. Il y a des inconvénients à ça, à faire du hachage par chaînage. En particulier, la table de hachage ne tient pas dans une zone contiguë de mémoire. Parce qu'on a la table de hachage, on a le tableau lui-même qui lui est dans une zone contiguë de mémoire, mais ensuite on a toutes les listes doublement enchaînées qu'il va falloir allouer dans la mémoire à d'autres endroits. À chaque fois qu'on insère un nouvel élément, on va devoir ajouter un nouvel élément en mémoire à un autre endroit. Et ça, c'est pas forcément excellent parce que on va avoir la fragmentation de l'espace mémoire. Ça va être un petit peu plus lent d'accéder aux données. On va pas pouvoir forcément prédire à l'avance quel est l'ensemble quelle est la mémoire qu'on va devoir allouer pour notre table de hachage, etc. Donc il y a des circonstances où ça peut poser un problème. C'est pas des circonstances très très courantes. Hein. Dans beaucoup de contextes, on se satisfait très bien d'un hachage par chaînage. Mais quand même. Donc alternative va être de faire ce qu'on appelle un hachage ouvert. Et le principe des hachages ouverts, c'est que on n'a rien besoin d'autre que la table de hachage. Tous les éléments sont directement dans la table de hachage. Sans liste chaînée. Alors regardons un petit exemple joué. Je vais prendre, je sais pas moi, m égale 4. Voilà. Alors bon, je vais pas prendre un m égale 4 parce que je vous ai dit il faut mieux prendre un m qui n'est pas une puissance de 2, donc je vais peut-être pas faire ça. Je vais prendre un m égale 5, voilà. Et prenons comme fonction de hachage, h de m, c'est juste h de x, pardon, c'est juste x modulo m, donc un truc très simple. Et supposons que j'ai à stocker les nombres 26, 47 et puis 31.
Dans un hachage par chaînage, donc 26 il va se trouver dans la case numéro 1, puisque 26 modulo m modulo 5 ça fait 1. Donc on va mettre un chaînage et on va mettre 26 ici. 47 il va se trouver dans la case numéro 2, donc je vais mettre là. Oui, non, la case numéro 1 c'est la deuxième case, pardon, la première case c'est la case numéro 0. La case numéro 1. 47 c'est la case numéro 2. Et puis 31 c'est aussi la case numéro 1, et donc on va aussi le mettre, alors là je vais le mettre par exemple à la fin, parce que c'est plus simple à écrire, mais on aurait pu aussi pu le mettre au début. Voilà. Donc voilà ce à quoi ressemble ma table de hachage, après ajout de 26, 47 et 31 en hachage ouvert. Pardon, en hachage par chaînage, justement. En hachage ouvert, je veux que toutes les valeurs se trouvent dans la case sans avoir rien besoin d'ajouter ailleurs. Comment je vais faire ça? Eh bien, quand j'ajoute 26, j'ajoute 26 ici. Quand j'ajoute 47, j'ajoute 47 ici. Maintenant, je vais ajouter 31. Là, j'ai un problème parce que je voudrais ajouter 31 dans la même case que 26 et je ne peux pas. Donc là, il va falloir avoir une stratégie d'hachage ouvert. Première stratégie, c'est la stratégie qu'on appelle le linear probing, de sondage linéaire en français, qui va consister à dire je ne peux pas le mettre dans la case 26, donc j'essaie de le mettre dans la case suivante. Je ne peux pas le mettre dans la case 47, donc j'essaie de la mettre dans la case suivante. La case est vide, c'est bon, je peux le mettre, donc je mets 31. Ensuite, maintenant, si je veux rechercher si 31 est dans le tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais accéder à la case où 31 devrait être, qui est la case où il y a 26. Je vois qu'il n'y a pas 31, mais je vois qu'il y a quelque chose. Donc je vais passer à la case suivante, je vais regarder s'il y a 31, il n'y a pas 31, je continue jusqu'à trouver soit une case libre, et dans ce cas-là, je sais que 31 n'y est pas, soit trouver 31. Donc le sondage linéaire, ça fonctionne de cette manière-là. On ajoute l'élément dans la prochaine case libre. Et prochaine, linéairement, avec un parcours linéaire. Un parcours des cases l'une après l'autre. Donc l'ajout fonctionne comme ça, la recherche fonctionne exactement de la même manière. On recherche l'élément à l'endroit où il devrait s'être, puis on fait un parcours linéaire, un sondage linéaire, jusqu'à trouver l'élément, si on arrive à le trouver. Il y a un problème pour la suppression. La suppression, c'est un petit peu pénible dans le cas des hachages ouverts. Là, par exemple, si je voulais supprimer 47, qu'est-ce que je ferais? Si j'enlevais complètement 47 du tableau, ça ne va plus marcher, parce que maintenant, 26, 31, il va y avoir un trou entre 26 et 31. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, plutôt que de supprimer 47, c'est de remplacer un élément par une valeur spéciale indiquant une suppression. Donc par exemple, je peux faire ça avec 47. Au lieu d'enlever 47 de la table, si j'enlève 47 de la table, je ne pourrai plus jamais trouver 31 en le recherchant à l'endroit où il devrait être. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste barrer 47. Je vais dire, là, il n'y a plus rien. Mais il y avait quelque chose avant, et donc si tu recherches quelque chose, ça vaut le coup d'aller à la case suivante. Et après, si je veux insérer 52, qui devrait s'insérer au même endroit que 47, là je pourrais remplacer ce qu'il y a dans 47, il n'y a pas de souci. Mais c'est donc d'avoir des cases qui sont indiquées comme inutilisées, mais il y avait quelque chose avant. Donc c'est un petit peu désagréable. Le hachage ouvert par sondage linéaire est possible, on peut l'implémenter. Il a un problème. Le hachage par sondage linéaire, c'est que on a tendance à faire apparaître des grandes zones des zones contiguës pleines.
voyez, déjà avec juste 3 insertions, on s'aperçoit qu'on a déjà rempli tout le milieu du tableau et pas du tout ce qu'il y avait au début ou à la fin du tableau. Et ça risque de se faire encore plus parce que maintenant, quand j'ajoute un nouvel élément qui devrait être dans la deuxième, troisième et quatrième case, je vais ajouter à ma plage contiguë qui est remplie. Ou même dans la première case, je vais ajouter à ma plage contiguë qui est remplie. Et donc ça va vraiment être un souci en pratique, qui est qu'en pratique, sauf si on a de très bonnes hypothèses sur la distribution des données, le hachage par sondage linéaire risque de ne plus avoir une complexité en temps constant pour faire de la recherche ou de l'insertion. Donc ça, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Donc un hachage ouvert plus intelligent, ça va être le suivant, qui n'a pas ce problème de faire apparaître des zones contiguës importantes. C'est ce qu'on va appeler un double hachage. Je choisis 2 fonctions de hachage, une fonction de hachage H1 et une fonction de hachage H2, qui sont 2 fonctions de hachage indépendantes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je calcule HKI. Donc maintenant je hache une valeur, mais pour un certain entier I, comme simplement H1 de K plus I fois H2 de K modulo M. Et donc pour que tout se passe bien, on veut H2 de K premier avec M. Évidemment, sinon on va voir apparaître des motifs en faisant ça. Mais ça, c'est très facile à s'assurer. Par exemple, H2 de K, on peut choisir comme une fonction de hachage qui renvoie à un nombre qui est toujours strictement plus petit que M, par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On essaie, quand on fait une insertion ou une recherche, on essaie d'insérer en H de K0, si possible, très bien. Si déjà rempli, on insère en HK1, si déjà rempli en HK2, etc., jusqu'à trouver une classe libre. Donc si vous voulez, la méthode de hachage précédente, de hachage ouvert par sondage linéaire, c'est la méthode où H2 de K renvoie toujours 1. Si H2 de K renvoie toujours 1, eh bien on essaie d'insérer d'abord en H1 de K, sinon on a H1 de K plus 1, sinon on a H1 de K plus 2, sinon on a H1 de K plus 3, etc. Mais cette méthode-là cause des zones contiguës complètement pleines dans la table de hachage. Donc pour se débarrasser de ce problème, on introduit une fonction de hachage H2 de K et on a des valeurs qui sont à d'autres endroits de la table de hachage. Et donc en pratique, ça marche bien. Et avec des bons choix de H1 de K et H2 de K, en pratique, très bonne performance. Et donc si on a besoin d'une situation où on ne peut pas se permettre de faire du chaînage, parce qu'on veut avoir un tableau de hachage alloué une fois pour toutes et puis c'est tout, eh bien un double hachage, c'est une alternative très raisonnable. Bien, et alors pour terminer, on va parler de table de hachage dynamique. C'est-à-dire dont la taille n'est pas fixée à l'avance. Et ça, c'est en fait quelque chose qui est vraiment important en pratique, parce que quand vous construisez un dictionnaire en Python, vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien d'objets vous allez mettre dans votre dictionnaire en Python. Donc Python doit s'adapter et doit construire des tables de hachage de plus en plus grandes au fur et à mesure que vous insérez des éléments.
Il y a plusieurs stratégies, on ne va pas les voir en détail. Première stratégie, c'est de faire comme les tableaux dynamiques. On avait déjà ce problème-là avec les tableaux dynamiques, où on voulait avoir un tableau avec une zone mémoire contiguë, mais pour insérer autant d'objets qu'on voulait. Et comment est-ce qu'on avait résolu ça? Eh bien, on réalloue la table de hachage avec m' qui est égal à, par exemple, 2 fois m, ou une variante, parce que je vous ai dit, c'est mieux si on choisit un m qui est premier, donc on va pas forcément prendre 2 fois, mais on va prendre un nom premier qui est pas trop loin de 2 fois m, par exemple. On réalloue la table de hachage avec m' égale 2 fois m, ou une variante. On recopie, et enfin là c'est pas juste recopie, on prend une nouvelle fonction de hachage on prend une nouvelle fonction de hachage qui va de l'univers vers 0 à m'-1. On réinsère toutes les valeurs. Donc on recalcule la valeur de hachage de toutes les valeurs qui sont dans la table de hachage. Alors ça c'est très coûteux, évidemment, parce qu'on doit traiter toutes les valeurs qu'il y avait dans la table de hachage et les réinsérer dans une nouvelle table de hachage, mais ça se produit rarement. C'est exactement la même situation qu'on avait pour les tableaux dynamiques. Coûteux, c'est un grand taux de n, mais rare. On peut faire une analyse amortie, une analyse en complexité amortie, vous donne un grand taux de 1 amorti quand vous faites ça. Ou alors, faire plus intelligent. Et il y a plusieurs techniques qui existent pour augmenter la taille de hachage de manière progressive. Il y a une technique qui s'appelle le hachage extensible. Il y a une autre technique qui s'appelle le hachage linéaire. On va voir aucune de ces deux techniques. Je voulais juste mentionner que ça existe. C'est des algorithmes qui sont assez jolis et qui permettent de faire évoluer la table de hachage dynamiquement. En fait, pour le hachage extensible, on maintient une famille de fonctions de hachage et en fonction des valeurs de hachage qu'on obtient, on utilise telle ou telle partie de la famille. Et c'est un truc qui marche bien en pratique aussi. Le hachage linéaire qui marche également très bien en pratique, qui au passage est dû à un prof de Dauphine qui est Witold Litvin. Fonctionne de manière un peu similaire, sauf que en fait on se débrouille pour que à chaque fois qu'on ajoute un élément dans la table de hachage, on fait conceptuellement croître la taille la table de hachage à ce moment-là, et donc du coup on n'aura pas besoin de faire d'analyse en complexité amortie, on aura une complexité en grand taux de 1, même non amortie pour toutes les opérations. Donc je crois que les deux sont décrits de manière complète sur Wikipédia, donc vous pouvez aller voir sur Wikipédia comment elles fonctionnent si ça vous intéresse plus. Donc voilà ce que j'ai à dire pour les tables de hachage. Encore une fois, les tables de hachage, c'est une des structures de données les plus importantes en pratique parce qu'elles sont extrêmement efficaces pour représenter des ensembles ou des tableaux associatifs, et que dans la vie de tous les jours, on a souvent besoin de représenter des ensembles ou des tableaux associatifs dans des programmes. Si vous avez fait un peu de Python, vous avez eu beaucoup de circonstances où vous avez eu besoin d'utiliser un dictionnaire Python ou un set Python. Et bien, c'est par derrière des tables de hachage qui les implémentent. Pourquoi hachage? Je n'ai pas vraiment expliqué le mot hachage. Imaginez que vous faites la cuisine, que vous hachez un légume. Quand vous hachez un légume, les différentes parties du légume se retrouvent mélangées, une partie qui était à un endroit se retrouve à un autre endroit. On n'arrive plus à reconnaître le légume initial. C'est un peu l'idée du hachage.
on manipule les données pour les amener vers l'espace d'adressage avec une représentation qui est plus du tout la représentation initiale qu'on avait des données. La différence avec les cuisines, c'est qu'on veut vraiment être déterministe. Donc si on a 2 fois le même légume, on va retrouver exactement 2 fois le même arrangement des parties du légume. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette séance. N'oubliez pas de compléter le quiz sur le Moodle. Au revoir.